nous sommes ce soir en plateau avec Eva Morletto, correspondante en France du média italien Grazia. Bonsoir et bienvenue Eva. Et nous sommes en direct avec Benjamin Morel, politologue, constitutionnaliste, maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Bonsoir et bienvenue à vous également Benjamin. Alors, cette semaine, l'actualité politique française a surtout été marquée par l'examen quelque peu chaotique du budget 2025 à l'Assemblée. Les députés n'ont pas réussi à examiner tous les amendements relatifs à la partie recettes du texte. Retour en images d'abord pour commencer sur les débats avec ce sujet de notre confrère de France Info, Jean-Christophe Bateria. 6 jours de bataille budgétaire intense et un examen qui n'a pas pu arriver à son terme. Calendrier parlementaire oblige, les députés ont interrompu leur débat hier soir autour du projet de loi de finances. À ce stade, il n'a plus grand-chose à voir avec celui imaginé par l'exécutif. Près de 40 milliards d'euros d'impôts supplémentaires ont été ajoutés par les oppositions à la copie initiale du gouvernement. Une augmentation beaucoup trop importante pour ces députés macronistes. Je nous vois difficilement maintenant voter ce budget tel qu'il est en train de se préparer. Malgré des modifications qu'il a lui-même soutenues, le Rassemblement national se dirige lui aussi vers un vote contre. Il a toujours été dit que nous votions contre le budget de Michel Barnier. Donc là, par rapport à ce qui est passé, je pense qu'on se dirigera vers un contre, mais c'est le groupe qui décidera. La gauche estime que Michel Barnier va abréger les discussions en ayant recours au 49.3. Je pense que ça finira par un 49.3, ils ne peuvent pas s'en sortir autrement, mesure de censure. Et là, je crois que, je l'ai déjà dit, mais je crois que ce gouvernement ne passera pas l'hiver. En attendant la reprise des travaux sur le projet de loi de finances le 5 novembre, place désormais aux travaux sur le budget de la sécurité sociale pour les députés. Voilà, et d'abord pour bien comprendre les positions des uns et des autres, Eva, pourquoi ce projet de budget 2025 est-il finalement si explosif ? D'ailleurs parce que la situation en France est très tendue vis-à-vis de la dette énorme qui préoccupe et commence à préoccuper aussi pas que la politique française mais aussi les agences de notation. Je rappelle que pour l'instant ils ont été plutôt bienveillantes vers la France parce qu'il y a d'autres pays qui ont à peu près les mêmes niveaux de dette, qui ont eu des sanctions déjà par les agences de notation assez forte. Nous, on est encore, on maintient, on est toujours donc on maintient la position. Mais si ça devait dégrader par Standard & Poor's ou Fitch dans les prochains mois, dans les mois à venir, ça pourrait, la dette de la France, les obligations sur la dette française, avoir beaucoup moins de preneurs pour, et du coup, la situation de la dette ça rentrerait dans un cercle vicieux encore plus important. Ça, c'est une chose. Et puis, parce que la marge de manœuvre est, si on veut, un peu limité, dans le sens que si on veut poinçonner les grandes entreprises, on a vu par exemple que si on prend sur celles qui ont plus de 3 milliards de factura, ça élèverait leur imposition à 31%. Alors on prend par exemple l'exemple de LVMH, qui c'est un des grands fleurons français. Ça voudrait dire que chaque année a 700, 800 millions de plus à donner à l'État. Cette entreprise-là, cette société-là pèse déjà pour 4,5 sur tous les impôts donnés par les entreprises. Alors finalement, comme on ne vit pas qu'en France, mais dans un contexte européen, dans un contexte mondial, on voit beaucoup d'entreprises qui délocalisent leurs sièges fiscaux, leur siège fiscal, leur siège social. Il y a aussi ce risque-là. Du coup, le marge de manœuvre peut être limité. Alors pour l'instant, l'examen du texte, il est suspendu. Benjamin Morel, qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant ? C'est quoi les prochaines étapes ? Il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est qu'on ait un projet de budget qui soit in fine rejeté au vu du temps qu'on a pris sur la première partie. La possibilité in fine d'examiner l'ensemble du texte apparaît aujourd'hui très très compromis. Donc à partir de là s'ouvrent 2 autres possibilités. Soit on utilise le 49 alinéa 3, ce qui peut être intéressant pour le gouvernement parce que le 49 alinéa 3, les Français commencent un peu à connaître ce que c'est, mais c'est un texte, c'est un article de la Constitution qui permet d'engager la responsabilité du gouvernement sur le texte. Soit le gouvernement est renversé via une motion de censure et le texte disparaît, plus de budget, soit le gouvernement n'est pas renversé sur la motion de censure, auquel cas le texte est réputé comme étant adopté. C'est le texte du gouvernement plus les amendements qui choisit le 49 alinéa 3 permet au gouvernement d'aller voir le MoDem, d'aller voir Marine Le Pen, et puis de dire de quels amendements voudriez-vous retenir dans le texte pour que vous ne me renversiez pas. Donc on peut avoir un deal préalable au vote in fine de ce budget. La dernière option,
si au bout de 40 jours, les 2 parties du budget, donc là on n'en est qu'à la première, ne sont pas adoptées par l'Assemblée nationale, si jamais il n'y a toujours pas eu de vote définitif, on peut l'envoyer directement au Sénat. Et comme le Sénat étant beaucoup plus pro-gouvernement, la copie qui reviendra du Sénat sera une copie beaucoup plus favorable au gouvernement, mais in fine, ça reviendra quand même à l'Assemblée, et donc il faudra bien un jour que ce soit voté. Justement, Benjamin Morel, sur cette question du 49.3, le Premier ministre Michel Barnier a pour l'instant choisi de ne pas utiliser cette arme constitutionnelle. On sait que le 49.3 a beaucoup été reproché à l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne. Ça pourrait être défavorable à Michel Barnier, ce recours au 49.3, s'il venait à se confirmer ? Alors, ça peut en effet être défavorable à Michel Barnier, mais en même temps, c'est probablement aujourd'hui la moins mauvaise solution qu'il a. Parce que je l'évoquais tout à l'heure, mon 49 alinéa 3, il permet quoi? Il permet de partir du texte du gouvernement et d'intégrer des amendements de Marine Le Pen, du MoDem, etc. Si on n'a pas de 49 alinéa 3, ça veut dire que le texte qui reviendra à l'Assemblée après être passé au Sénat serait un texte qui n'aura pas été touché par le RN, par le MoDem, etc. Et donc, pour ces groupes politiques, si jamais il s'agit de ne pas censurer le gouvernement sans qu'on leur ait donné quelques éléments, quelques gages, quelques outils qui permettent au moins de dire à leurs électeurs, quand ils rentrent en circonscription, regardez, j'ai pas censuré Michel Barnier, mais quand même il y avait des raisons, on a obtenu ça et ça risque d'être encore plus compliqué et donc de favoriser paradoxalement ce non-usage du 49 alinéa 3, la possibilité d'une censure du gouvernement, parce que quoi qu'il arrive au bout du compte, eh bien, il devra passer par un 49 alinéa 3 en dernière lecture, avec des marges de manœuvre à ce moment-là moins importantes. Et derrière, la gauche déposera une motion de censure. La question qui se posera, c'est le RN votera-t-il ou non cette motion de censure? Il n'y a pas intérêt, il n'en a pas vraiment envie, mais si jamais le budget apparaît comme étant trop dur pour son électorat et que Michel Barnier ne lui a donné aucun gage, il va être compliqué pour Marine Le Pen d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle ne vote pas la censure. Alors l'autre actualité politique, ou plutôt diplomatique de la semaine en France, c'est bien sûr cette grande conférence internationale de soutien au Liban organisée à Paris à l'initiative du chef de l'État Emmanuel Macron. Cette conférence, elle a réuni 70 États et organisations. Elle a permis de mobiliser $1 milliard de promesses de dons pour le Liban. Eva, c'est un succès diplomatique pour la France ? Alors, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, comme vous dites, c'est ce milliard recueilli. Les Nations Unies prévoyaient 400 millions. Donc là, on a 800 millions. C'est du double qui a été récolté. Exactement, d'aide humanitaire, plus de 100 millions destinés à l'armée. Le problème de cette conférence, c'est qu'il y avait des grands absents. C'est-à-dire Israël et Iran n'étaient pas invités. Et les États-Unis, malgré le fait qu'ils ont promis une donation de 300 millions, il n'y avait pas le secrétaire d'État Blinken. Donc il y avait des personnages qui sont cruciaux pour l'avenir de ce qui se passera au Liban, pour l'application de cette fameuse résolution 1701 qui prévoit l'envoi de casques bleus, d'ultérieurs casques bleus. Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et surtout qui prévoit l'arrêt des combats entre le Hezbollah et Israël. Ça serait la seule solution pour un cessez-le-feu. Est-ce que c'est quelque chose qui arrivera tout de suite ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudra encore attendre? Parce que le Liban ne peut pas attendre. Si en 2024, il y a encore cette guerre qui continue, au-delà des pertes humaines, ça sera aussi un appauvrissement d'un État qui se trouve déjà dans une condition économique très grave. Déjà, on prévoit une une augmentation de la dette publique du Liban qui est déjà colossale de 9% du produit intérieur brut. Donc, et dans une situation de vide institutionnel qui vit ce pays. Donc, ça serait très grave. Emmanuel Macron a aussi eu des mots très forts, on l'a entendu lors de cette conférence, à l'encontre de l'État israélien qui poursuit donc aujourd'hui encore son offensive contre le Hezbollah chiite sur le territoire libanais. On écoute Emmanuel Macron et on commente juste après. Je veux ici vous redire notre soutien et que nous serons là dans l'urgence comme pour accompagner les Libanais dans la reconstruction d'un Liban libre, souverain, capable de faire prévaloir l'intérêt national sur les divisions qui le rongent. Sans doute est-il nécessaire pour cela que la guerre des autres, comme en parlait le grand Hassan Toueni, ne soit pas importée au Liban. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes
dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire et de vivre pour un même projet. Voilà ces mots. Je ne suis pas sûre qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Benjamin Morel, Emmanuel Macron est-il en train de changer de ton sur le Proche-Orient ? Alors, il est toujours difficile de comprendre quel est le ton d'Emmanuel Macron sur le Proche-Orient. Qu'on lui reproche ou pas ce ton-là, force est de constater qu'on a eu une ligne qui était une ligne assez difficile à lire de la part de la diplomatie élyséenne sur ces sujets. Souvenez-vous, ne serait-ce que lors des premières semaines et les premiers mois du conflit, le fait de passer de mots très durs à une position de relative discrétion n'aide pas forcément à avoir une vision lisible et audible d'un point de vue international. Du point de vue interne, ce qui est également assez clair, c'est qu'on a eu une vraie contestation de cette phrase. Ce qui montre bien que là-dessus, l'idée que le chef de l'État incarnerait dans le cadre d'un domaine réservé, qui n'existe pas vraiment juridiquement, mais qu'a priori Michel Barnier est en volonté de concéder à Emmanuel Macron, au moins sur les sujets extra-européens, eh bien l'idée qu'Emmanuel Macron pourrait incarner cette voix de la France sans qu'il y ait trop de troubles en interne sur les positions qu'il prend apparaît aujourd'hui relativement obérée. On a vu que dans la classe politique, eh bien cette phrase avait fait pas mal réagir. Elle a fait pas mal réagir. Réaction très vive également de la communauté juive française. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, dénonce des propos inacceptables et outranciers. Est-ce qu'on est, Eva, est-ce qu'on peut être en train d'assister à une rupture diplomatique entre le gouvernement français et le gouvernement israélien ? Alors, rupture diplomatique, ça sera difficile parce que la France, c'est toujours un allié d'Israël, parce que la situation... Ce qui est en jeu, c'est en fait l'embrasement et cette course de Netanyahou à l'embrasement de la région. On a encore vu avec les bombardements des terrains. Je veux dire, il y a cette guerre qui a été traduite un peu comme une action de vengeance qui a pris des proportions disproportionnées. Et je pense que même la diplomatie française est préoccupée. Je veux dire, là, on est dans un contexte où il y a les élections américaines, où il y a Netanyahou qui est un peu foncé dans cette période où il pouvait avoir le grand frère américain avec le dos tourné pour lancer des opérations d'envergure. Donc, on se trouve dans une situation où, en fait, le cessez-le-feu devient l'objectif principal. Ça ne m'étonne pas que la diplomatie française soit, en ce moment, préoccupée par Netanyahou, parce qu'il est tellement pris au piège par l'extrême droite de son propre pays, qui veut continuer cette vengeance post-7 octobre. Là, Israël vit aussi une crise économique parce qu'on ne sait pas pour combien de temps le dôme de fer, au cas de si cette continue, pourra résister, même au niveau économique. Donc, du coup, ça ne m'étonne pas que la France prenne des positions, disons, prudentes face à cette explosion de la guerre dans toute la région qui peut être menaçante. Et enfin, dernier sujet, le président français Emmanuel Macron qui entame demain une visite d'État au Maroc à l'invitation du roi Mohamed VI. Benjamin Morel, peut-on dire que l'heure de la réconciliation entre la France et le Maroc est venue ? Oui, très clairement. Aujourd'hui, on a tourné une page avec les tensions qui ont pu exister entre à la fois le Maroc et la France, et puis au-delà même de cette question interétatique entre le roi du Maroc et Emmanuel Macron. Souvenez-vous, à la suite de Pegasus, on a eu à la fois des mots très durs et des tensions extrêmement palpables. Il y a eu également l'affaire des visas, etc. Aujourd'hui, on semble avoir tourné la page, et c'est une volonté qui était une volonté claire de la part de Paris, notamment avec la reconnaissance de la position marocaine sur le Sahara occidental. C'est également un choix plus clair qui est fait entre les deux rivaux régionaux qui sont d'un côté Alger et de l'autre Rabat. Donc aujourd'hui, en effet, on semble au moins temporairement repartir pour une forme de lune de miel. Et vous évoquez à l'instant, Benjamin, la question du Sahara occidental. Effectivement, en juillet dernier, le chef de l'État avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, au détriment de l'Algérie qui, on s'en souvient, n'avait pas du tout apprécié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, le principal allié de la France dans la zone Méditerranée, Eva, c'est le Maroc. Surtout qu'il y a énormément d'intérêts économiques dans cette visite qu'il fera Emmanuel Macron au Maroc. Il ne sera pas seul avec sa délégation politique. Il y aura beaucoup aussi de chefs d'entreprise. C'est ça, il y a une très grosse délégation économique. Et d'ailleurs, l'intérêt de reconnaître le Sahara occidental, c'est parce qu'il y avait aussi des projets d'envergure
là-bas au niveau industriel et d'infrastructure, comme cette fameuse autoroute électrique de Dakhla qui devait arriver sur Casablanca, qui aujourd'hui est un peu à un point mort, mais quand même le projet existe. Emmanuel Macron sera accompagné par Catherine McGregor, donc à la tête de Engie. Il y a un projet quand même à la clé de milliards d'euros qui concerne les énergies renouvelables. Il y a Alstom, là aussi, Alstom qui devrait consigner 168 trains pour les chemins de fer marocains, ainsi que Airbus qui devrait renflouer la flotte de Royal Air Maroc. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de projets industriels à la clé. Donc il y a tout l'intérêt, surtout dans ces moments où la France est en difficulté financière, de renouer avec un partenaire comme le Maroc. Un partenaire comme le Maroc avec effectivement des enjeux économiques très forts, en plus des enjeux politiques. Merci beaucoup à tous les deux. Eva Morletto, correspondante en France du média italien Grazia. Merci. Et merci à vous, Benjamin Morel, le politologue constitutionnaliste et maître de conférence à l'université Paris II Panthéon-Assas. À bientôt sur le plateau du 64. Nous, on passe au